Une journée sur la citoyenneté. Le groupe Smart Event de la licence droit communication vous propose cette conférence sur les thèmes citoyenneté et civisme pour la paix, la démocratie et le développement. Avec Dr Mamadi Kaba. Ensemble, agissons pour l'émergence de la citoyenneté. Ensemble, agissons pour l'émergence de la citoyenneté. Monsieur le directeur général de l'ISIC, Monsieur le directeur général adjoint chargé des études, Monsieur le directeur général chargé à la recherche, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les chefs de département communication et journalisme, chers étudiants et invités, bonjour. Permettez-moi au nom de l'équipe Smart Event de la licence droit communication de m'exprimer devant vous qui, malgré les emplois du temps chargés, avaient accepté d'effectuer le déplacement pour venir partager certaines connaissances avec les experts autour d'un sujet important. En effet, l'événement qui nous réunit ce matin est un débat pratique du cours de communication événementielle dispensé par Dr Bangali Kamara. Après les cours théoriques acquis en classe, les étudiants sont obligés d'organiser un événement sur un sujet social ou commercial important. Mesdames et messieurs, chers étudiants et invités, comme vous le savez, les notions de citoyenneté et de civisme sont cruciales pour notre pays, la Guinée. À chaque mois de novembre, le ministre en charge consacre une semaine pour parler, agir ou réfléchir dans ce sens. C'est donc un moment opportun pour nous étudiants de l'ISIC, à travers ces travaux pratiques, de continuer à parler de la citoyenneté et du civisme pour le développement de notre pays. Toutefois, faut-il affirmer avec fierté que l'organisation de ces événements nous permet de consolider notre formation et de nous préparer à affronter le marché de l'emploi avec des compétences que ne cesse de nous léguer le personnel chevronné de l'ISIC. Mesdames et messieurs, chers étudiants et invités, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier très infiniment la direction générale qui se bat chaque jour, corps et âme, non seulement pour notre formation, mais aussi et surtout notre qualification. Vaillants encadreurs, chaleureux invités et étudiants dévoués, nous vous remercions d'être là pour partager les connaissances avec Dr Mamadi Kaba, que nous remercions très infiniment pour sa disponibilité. Vive l'éducation guinéenne, vive l'ISIC de Kountia. Ensemble, agissons pour l'émergence de la citoyenneté. Je vous remercie. Nous avons suivi avec intérêt l'intervention et le discours de notre sœur Mabinti Kondé de la licence 3 communication. Et à présent, nous allons continuer avec la biographie du conférencier par notre frère Tamba Bakari Sandouno. Né le 27 mars 1965 à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un doctorat en sciences de la gouvernance dans le major du management aux États-Unis d'Amérique, d'une maîtrise en sciences économiques, options gestion, d'un master en administration des affaires et d'un diplôme supérieur de management des ressources humaines, d'audit et d'expert social. Mamadi Kaba a enseigné à l'université de l'entreprise et à l'école internationale des affaires à Dakar au Sénégal. En Guinée, il dispense des cours de gestion des ressources humaines dans les universités nationales Conakry et Labé. Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, en abrégé INIDH de Guinée. Ancien président de la section guinéenne de l'ONG internationale de défense des droits de l'homme. Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Il est membre fondateur du groupe de travail sur les droits de l'homme mis en place par l'ambassade des USA en Guinée pour faciliter les échanges et la concertation entre les différentes organisations de défense des droits de l'homme du pays. Après des multi-formations au Sénégal, en Belgique, en Suisse, dans le domaine de la protection et la promotion des droits humains, Mamadi Kaba a suivi des formations qualifiantes dans les domaines de la sécurité humaine et de la réconciliation.
En matière de sécurité, il a participé au séminaire pour hauts responsables sur le management de la sécurité au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, de l'Université de la Défense nationale, des États-Unis d'Amérique basé au Pentagon City. Dans le domaine de la réconciliation, Dr Mamadi Kaba a participé à la formation de haut niveau organisée par le système des Nations Unies à Lomé, au Togo, sur l'élaboration d'un plan national contre le racisme, la xénophobie et pour le vivre ensemble, qui, dans une large mesure, a influencé la conduite du processus de réconciliation nationale du Togo. Sur invitation du gouvernement japonais via l'agence japonaise de la coopération internationale, en abrégé JIGA, il a participé à un stage de haut niveau sur l'éducation à la paix et dont le thème fut Education for Peace, Trust Promoting Mutual Understanding, tenu à Hiroshima et à Okinawa au Japon. Invité par le gouvernement des USA, Mamadi Kaba a participé à un programme du développement d'État sur le processus des actions de prise en charge des préoccupations liées à la mise en place et la conduite d'une diplomatie moderne et agissante. Il a participé à de nombreux séminaires sur le dialogue civilo-militaire et a pris part à la réflexion sur la réconciliation en Guinée organisée par l'Institut du Corée. Invité par le gouvernement israélien, il a pris part à un séminaire de haut niveau sur le droit à la sécurité. Sur invitation du gouvernement chinois, il a pris part au forum Sud-Sud pour les droits de l'homme et a donné une conférence sur le droit au développement en session plénière et a développé un thème sur le droit à l'éducation en tant que panéliste. Sur l'invitation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, il a développé un thème sur le droit à l'éducation en session plénière et un thème en tant que panéliste sur la problématique du droit à l'éducation. Sur invitation de Freedom House, une ONG américaine de défense des droits humains, Mamadi Kaba a participé à un lobbying sur la fin des violences d'État en Afrique et sur l'accès à l'éducation de base en Afrique, à Genève et en Suisse. Mamadi Kaba a collaboré avec l'association du bureau américain pour diriger les enquêtes et les violences conjugales, la succession inéquitable et le harcèlement en milieu professionnel et a co-rédigé un livre qui a été publié aux États-Unis d'Amérique. Mamadi Kaba a dirigé la rédaction de plusieurs rapports, dont certains, comme celui sur les événements de Zéro-Corée, ont fait l'objet de contre-expertises du système des Nations Unies avant d'être confirmés. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont certains sont disponibles sur le site www.google.com. Mamadi Kaba a travaillé avec la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale pour la mise en place d'un processus national qui tient compte des spécificités de la Guinée, ainsi qu'au sein du comité de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité. Il a effectué une mission avec le directeur du service des bourses pour faire la lumière sur la situation des bouchers guinéens au Maroc. Mission diligentée par le président Alpha Condé. Mamadi Kaba est actif dans de nombreux réseaux internationaux et collabore avec de nombreuses organisations internationales telles que Human Rights Watch, Amnesty International, National Abdomen for Democracy, qui a soutenu les enquêtes sur les violences électorales en Guinée, dont les conclusions sont confirmées dans un rapport. La Fondation a d'ailleurs octroyé un certificat de bonnes actions financières à Mamadi Kaba. Dr Mamadi Kaba est marié à une Sénégalaise et père de 2 enfants. Dr Mamadi Kaba a publié aux éditions universitaires européennes, basées en Allemagne, un livre de recherche scientifique intitulé « Guinée, face aux défis de la démocratie » en septembre 2016. Je vous remercie. Eh bien, merci Tamba Bakary Sandouno. Sans plus tarder, nous allons suivre notre conférencier, Dr Mamadi Kaba, qui va intervenir sur le thème citoyenneté et civisme pour la paix, la démocratie et le développement. Ensemble, agissons pour l'émergence de la citoyenneté. Merci, monsieur. Bonjour à tout le monde et merci de me donner cette opportunité d'échanger avec vous. Je remercie
l'ensemble des responsables de l'ISIC et notamment ceux qui sont présents ici, notamment Dr Cissé et Dr Leno. Et merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de ce thème extrêmement important vu le contexte dans lequel notre pays évolue. Merci à la promotion qui a organisé cette conférence. Et il est très difficile de tenir une communication à l'ISIC devant ces très grands experts en communication. Et donc, vous allez comprendre que je ne suis pas capable de convaincre tous ceux qui sont là. Mais je ferai mon mieux pour que chacun puisse comprendre ce que je pense de la citoyenneté, du civisme, pour la paix, la démocratie et le développement. Avant de faire le lien entre le thème et les conséquences, c'est-à-dire l'impact de la citoyenneté et du civisme sur notre désir commun de paix, de démocratie et de développement. D'abord, la citoyenneté. Il faut que nous ayons une compréhension commune de la citoyenneté et du civisme, d'abord, et ensuite avoir une compréhension commune de la démocratie, du développement et de la paix. Ensuite, nous pourrons voir comment est-ce que... Ah, j'ai 30 minutes, d'accord. Merci du rappel. Donc, la citoyenneté, c'est le droit de citer. La citoyenneté vient du mot citoyen. Citoyen, c'est avoir le droit de citer. C'est-à-dire quelqu'un qui a le droit, par exemple, le droit de vivre en Guinée en tant que Guinéen. Quelqu'un qui a la nationalité guinéenne, qui est membre de la société guinéenne, quelle que soit son appartenance ethnique, quel que soit son sexe, etc. Et donc, la citoyenneté ne dépend pas de votre comportement. Ça ne dépend pas de ce que nous savons faire. Ça ne dépend pas de nos qualités ou de nos défauts. La citoyenneté, elle est généralement naturelle. On est guinéen, on est sénégalais, on est français, etc. Mais le bon citoyen, c'est-à-dire le citoyen qui connaît ses droits et ses devoirs, fait preuve de civisme. C'est en cela que le civisme se détache un peu de la citoyenneté. La citoyenneté, on appartient, le voleur, il est citoyen. Le menteur, il est citoyen. Le criminel, l'assassin, ils sont citoyens. Donc, eux, quel que soit le crime qu'ils commettent, on peut les punir, mais cela ne les déchoit pas de leur citoyenneté. Par exemple, vous ne perdez pas votre statut de citoyen guinéen pour avoir volé ou pour avoir tué, etc. Mais vous perdez votre civisme en volant, en tuant, en faisant les comportements que la société rejette. Donc, le civisme est un complément de la citoyenneté. Le civisme dépend de ce que nous savons faire, de ce que nous faisons pour notre pays. La capacité que nous avons de mettre les intérêts nationaux au-dessus de nos intérêts particuliers s'appelle le civisme. C'est pourquoi un bon citoyen, c'est-à-dire un citoyen qui fait preuve de civisme, adopte un certain nombre de comportements. Il y a certains devoirs qui sont obligatoires, des devoirs ou des obligations liées à la citoyenneté et au civisme. Parmi ces devoirs, nous allons citer quelques-uns.
Par exemple, le respect de la loi. On est un bon citoyen, c'est-à-dire un citoyen qui fait preuve de civisme, si on respecte la loi et on fait des efforts qui incitent au respect de la loi. Donc nous-mêmes, nous, citoyens, c'est nous qui faisons la loi à travers des personnes que nous avons élues, donc l'Assemblée nationale qui vote les lois. C'est nous qui désignons ceux qui doivent voter la loi. Ça veut dire que c'est nous qui faisons la loi. Donc puisque c'est nous qui faisons la loi, nous devons nécessairement respecter les lois de notre pays. S'il n'y a pas de loi, c'est le désordre. C'est le désordre. Parce que imaginez que dans la salle aujourd'hui, il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait pas une organisation pour dire qui va s'asseoir où. Le conférencier peut ne pas avoir de place ici, Dr Cissé peut ne pas avoir de place ici, ils peuvent rester assis pendant que d'autres sont, ils peuvent rester arrêtés pendant que d'autres sont assis. Donc l'anarchie découle du non-respect des lois. La vie en société doit reposer sur le respect des normes qu'on établit pour que chacun respecte la limite qui ne piétine pas l'autre. Tout le monde peut s'arrêter dans la salle sans que l'un ne piétine l'autre. Ça, c'est le respect des règles. Le respect de la loi est le premier comportement d'un bon citoyen. Ensuite, la participation au financement de l'État. Chaque citoyen, chaque bon citoyen doit payer l'impôt. Si vous êtes commerçant, vous devez payer l'impôt. Mais la seule chose que vous devez réclamer, c'est de vous assurer que l'impôt que vous payez ne va pas dans les poches, mais effectivement dans les caisses de l'État, et l'État utilise cet argent et le redistribue dans l'intérêt général. L'État paye la sécurité, l'État finance l'éducation, l'État finance la santé, l'État paye les salaires des fonctionnaires, etc. C'est nous qui devons payer l'argent que l'État utilise pour payer les services publics. Donc la participation au financement de l'État est une obligation. Le dimanche, j'étais invité à un débat, à une assemblée générale, et beaucoup de journalistes ont posé quelques questions. Les questions, elles étaient pertinentes, mais la plus importante était en relation justement avec le financement de l'État. Ils ont posé la question au syndicaliste Souma, comment est-ce que son mouvement réagirait si le gouvernement tente d'augmenter, par exemple, le prix du carburant pour financer l'augmentation de 40% des salaires. Vous voyez, ce sont des questions assez importantes. Et il y a eu beaucoup de réponses que je ne répète pas ici, mais ce qui est intéressant, c'est ma propre réponse. Parce que nous devons, je vous ai dit, nous devons respecter les lois et nous devons inciter au respect de la loi. Nous devons participer au financement de l'État. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de problèmes pour l'augmentation des salaires des enseignants, pour que les enfants puissent aller à l'école, etc. Le pays en a souffert pendant plusieurs semaines et finalement il y a eu un accord pour augmenter les salaires. Maintenant, si l'État n'a pas l'argent pour financer tous les 40, l'augmentation, alors il va sans dire que l'engagement ne sera pas respecté. Est-ce que les troubles que nous avons connus vont revenir, oui ou non? On va faire face à de nouveaux troubles du même type. Alors j'ai répondu que personnellement, je ne gagne pas dans une éventuelle augmentation du prix du carburant. Je suis contre, mais par respect pour la loi et par respect pour mon obligation de participer au financement de l'État, je suis obligé d'accepter que je dois supporter une partie de cet effort-là. Même si je ne peux pas supporter plus que mes moyens, même une contribution symbolique
à cet effort-là est une obligation pour tout citoyen. Et j'ai répondu qu'il fallait juste que la contribution demandée ne soit pas au-dessus des moyens des populations. Il faut que la contribution demandée reflète un peu le niveau de vie des citoyens, mais c'est un devoir, c'est une obligation pour tout citoyen de contribuer au financement de l'État, au financement des obligations de l'État en fonction de ses capacités. Nous devons payer les factures d'électricité. J'ai entendu beaucoup de voisins dire « Nous, on n'a jamais payé l'électricité, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous le demander. » Non, non, c'est vraiment une obligation que quand on consomme le courant, on doit payer. Et dans tous les pays du monde, les gens payent le courant pour aider l'État à donner le courant. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. Si on ne paye pas l'électricité, alors l'État n'a pas les moyens de financer la fourniture de courant et nous sommes privés de courant. On n'aura pas le courant comme on veut parce que nous ne finançons pas, nous ne payons pas nos factures. Alors plus on paye les factures, plus on augmente les capacités de l'État et plus on a le courant. Si on a le courant 1 heure par jour, qu'on paye la facture correspondante, c'est sûr que dans un an, on va avoir le courant 2 heures. Si on continue de payer les factures correspondantes, dans 3 ans, on aura le courant 5 heures. Et au fil du temps, la fourniture va s'améliorer et on aura bientôt le courant 24 heures sur 24. Mais il faut, ce n'est pas une volonté, c'est une obligation en tant que citoyen de payer les factures d'électricité, de payer les factures d'eau. Parce que quand on ne paye pas ces factures, ce n'est pas contre soi-même, soi seul. Ce n'est pas contre sa famille seule, c'est contre toute la société. Il faut que nous comprenions que les biens publics nous appartiennent. L'État a seulement l'obligation d'y veiller. Mais ça n'appartient pas qu'à l'État, ça appartient à nous tous. Parce que c'est notre argent. Nous ne devons pas incendier notre propre argent. Si nous détruisons un bien public, nous nous causons du tort à nous-mêmes et à nos parents. Parce que c'est l'impôt que nous payons que nous sommes en train de détruire. Donc la protection des biens publics est un devoir citoyen. Tous les citoyens ont le devoir de prendre soin des biens publics. Nous devons être loyaux envers la communauté nationale. Comment on peut être loyal à sa communauté? Par exemple, moi je suis étudiant de l'ISIC. Et j'apprends dehors que demain, des gens viendront attaquer l'ISIC. Ils viendront avec des armes, etc. Mon devoir et mon obligation est de venir informer le Dr Cissé pour lui dire « Attention, j'ai appris que demain, des gens viendront détruire l'ISIC. » Alors, l'autorité prend les dispositions pour protéger l'ISIC. J'ai été loyal envers ma communauté. Si j'apprends que des terroristes vont attaquer le marché de Madina demain, je dois informer l'autorité pour que des dispositions soient prises pour empêcher que le marché soit détruit. C'est la preuve que je suis loyal à ma communauté. Je dois être solidaire. Ceux d'entre nous qui n'ont pas les mêmes chances que nous, par exemple les handicapés, je sors tout de suite, je vois une personne âgée en train d'entrer dans le bus, je ne dois pas me défendre, moi qui suis bien vivant et en bonne santé. Je dois défendre le vieil homme à monter dans le bus, à trouver une place avant de penser à moi-même. Et les handicapés, les personnes diminuées, etc. Nous devons cultiver notre pensée critique, c'est-à-dire que nous devons accepter l'idée des autres. Nous devons être tolérants. Si nous voulons être un bon citoyen, nous devons penser que nous avons de bonnes idées, parce que nous avons fait de grandes études, nous avons fait de grandes formations, nous avons participé à beaucoup de choses qui nous ont donné beaucoup d'expérience. Mais cela ne nous rend pas meilleurs à tout le monde, n'est-ce pas? Si vous avez un arbre, un grand arbre, il y a quelqu'un qui est assis sur les feuilles, et il y a un enfant qui est assis au pied de l'arbre. Il y a une colonne de scorpions qui est en train de monter sur l'arbre. Qui va voir les scorpions?
c'est l'enfant qui est à terre qui va voir les scorpions. Celui qui est en haut ne verra pas les scorpions. Mais si l'enfant qui voit les scorpions se diriger vers l'arbre peut crier pour dire « Tonton, descends vite, il y a des scorpions », il a le temps de descendre avant que les scorpions ne l'atteignent. Si cet enfant qui est en bas ne dit rien, les scorpions monteront jusqu'à lui. Au moment où il verra le premier scorpion, il ne peut plus descendre. Il est peut-être obligé de se laisser tomber. N'est-ce pas? Pour avoir une conséquence plus grave que la piqûre du scorpion. Donc il ne faut minimiser personne. Ce petit enfant qui est au pied de l'arbre, hein, a moins d'expérience que vous, moins de pouvoir que vous êtes plus élevé que lui, mais il a des idées, il a des petites connaissances que vous n'avez pas et qui peuvent vous aider à prospérer dans vos entreprises. C'est pourquoi il faut considérer que tout le monde a des idées qui peuvent nous profiter. Bien que nous ayons nous-mêmes quelque chose à partager avec les autres, nous avons beaucoup à gagner avec les autres. Alors, c'est les principaux comportements, mais nous n'allons pas nous attarder dessus, parce qu'il y a la défense de l'environnement. Les personnes qui jettent, qui boivent de l'eau et jettent les sachets dans la rue, ce n'est pas du civisme. Hein? Et déposer les ordures sur l'autoroute n'est pas du civisme. Chaque citoyen doit rendre propre son habitat et l'environnement de son habitat. Si chacun rend propre son habitat et l'environnement de son habitat, le voisinage sera intéressant. Mais si vous jetez les ordures devant la maison de votre voisin, comment voulez-vous le protéger des maladies? Non, non. Votre liberté veut que vous respectiez la liberté des autres. C'est pourquoi votre liberté de manifester vous oblige à respecter la liberté de celui qui ne veut pas manifester. N'est-ce pas? Parce que ce qui vous donne le droit de manifester, ce sont les mêmes textes qui lui donnent le droit de ne pas manifester. S'il ne veut pas manifester, il ne manifeste pas. Alors vous ne devez pas empêcher les gens de vaquer à leurs occupations parce que vous manifestez. Si vous manifestez, si l'autre ne veut pas manifester, protégez-le, aidez-le à vaquer à ses occupations. Il est peut-être malade, il doit aller à l'hôpital. Il n'y a rien dans sa famille pour manger ce soir. Il doit aller chercher quelque chose. Si vous l'empêchez d'aller vaquer à ses occupations, vous créez en lui un sentiment d'injustice, une frustration et une haine contre vous. Or, la démocratie voudrait que chacun accepte l'autre, qu'il n'y ait pas de haine en moi vers celui-là, même celui que je n'aime pas. N'est-ce pas? Même si je ne vous aime pas, je ne dois pas avoir de haine contre vous parce que nous avons un désir commun de vivre ensemble. Alors, la citoyenneté et le civisme, voilà un peu quelques traits caractéristiques de ces deux éléments. Et nous voulons que ces deux éléments soient au service de la paix. La paix, c'est, Houphouët-Boigny avait l'habitude de dire que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. La paix, c'est une situation où il n'y a pas de violence. C'est une situation, et ça va un peu plus loin, hein, parce que c'est une situation où il n'y a pas de faim, c'est une situation où il n'y a pas d'épidémie, etc. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de violence. Et tout ce qui peut vous empêcher de dormir en quiétude, vous pouvez vous reposer sans inquiétude, sans peur au ventre, etc. Alors cette paix, le citoyen agit en faveur de la paix en servant la justice comme nous avons dit. Il n'y a pas de paix sans justice. Partout où vous voyez une paix durable, c'est qu'il y a un minimum de justice. Il y a l'égalité des citoyens devant la loi. Donc quand nous favorisons l'exercice indépendant et efficace de la justice, nous rendons service à la paix. Nous œuvrons pour la paix. Quand nous sommes loyaux à la communauté, nous créons les conditions de la paix. Quand nous payons nos impôts, quand nous évitons de détruire les biens publics, quand nous agissons en faveur de l'environnement, nous créons, nous favorisons l'instauration de la paix. Et la paix est une condition de l'unité nationale. Il faut que nous fassions la promotion de l'unité nationale. Que nous comprenions que nous les Guinéens, personne n'a choisi d'être Guinéen.
Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis né guinéen, n'est-ce pas? Il y a d'autres ici qui sont nés à New York, mais qui sont nés guinéens. Donc, personne ne choisit d'être guinéen. Personne ne se retrouve comme ça guinéen, sans savoir comment cela est arrivé. Alors, si on n'a pas choisi d'être guinéen, nous ne pouvons pas choisir que notre prochain le soit ou pas. Ce n'est pas à nous de déterminer que lui, il est guinéen ou il ne l'est pas. Puisque je n'ai même pas été associé à ma guinéanité. Que je sois guinéen ou que je sois français, ma volonté n'a pas compté. Donc ma volonté ne compte pas pour que l'autre soit guinéen. Nous sommes tous guinéens de la même façon. L'un ne peut pas être plus guinéen que l'autre. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Aucun Guinéen n'est supérieur à un autre. Il y a des Guinéens plus riches que d'autres. Il y a des Guinéens plus cultivés que d'autres. Il y a des Guinéens et des Guinéens. Il y a des différences, mais ces différences-là sont des richesses. Par exemple, l'appartenance à un groupe ethnique, c'est une richesse nationale. La diversité des ethnies est une richesse. Alors, moi, par exemple, qui suis malinké, si je suis né de culture malinké, qu'est-ce que je peux avoir de plus pour m'enrichir? C'est peut-être en collaborant plus avec des Peuls, des Guerzés, des Soussous que je m'enrichis. Parce que depuis tout ce temps-là, je n'ai vécu que dans la culture mandingue. Donc je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de choses là-bas que je ne connais pas. Donc je ne peux pas trouver de ressources dans cette culture pour m'enrichir. C'est moi qui peux enrichir avec cette culture. Mais pour m'enrichir, moi j'ai besoin d'une ethnie, d'un groupe ethnique différent. Donc moi je dois puiser des ressources dans des ethnies différentes pour enrichir ma culture. C'est pourquoi l'acceptation de ceux qui sont différents est une source de richesse pour tout individu. Remarquez bien, les plus grands intellectuels, les personnes les plus cultivées de la société sont généralement des personnes qui ont côtoyé tous les groupes ethniques. Ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont beaucoup plus de leçons à partager avec les autres. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas chez moi, qui se passent chez mon voisin. Si je ne côtoie pas mon voisin, je ne vais jamais le savoir. Donc, la lutte pour l'unité nationale et la cohésion sociale est une condition de la paix. Si je n'offre pas la paix à mon voisin, moi-même je ne connaîtrai jamais la paix. Comment voulez-vous vous reposer quand il y a du bruit chez votre voisin? Le voisin et sa femme sont en train de se battre. Il y a des cris partout. Est-ce que vous allez pouvoir vous reposer? Non, non, si vous voulez la paix, vous devez offrir la paix à vos voisins, à ceux qui travaillent avec vous, à ceux qui partagent le même environnement avec vous. Donc l'unité nationale est une condition sine qua non de la paix. La démocratie vient de deux mots grecs. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un thème très récurrent. On en parle un peu partout. C'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain. Le peuple dispose du pouvoir de se gouverner. Ceux qui gouvernent émanent de la volonté du peuple. Donc la démocratie, comme Abraham Lincoln le disait, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que le pouvoir part du peuple et revient au peuple. Et ce pouvoir-là s'octroie par des élections régulières. Les élections, ça s'apprend, ça se pratique, ça s'améliore. C'est un processus. J'ai souvent expliqué, la dernière élection que j'ai supervisée, c'était au Gabon. C'était en 2009. J'étais parmi les observateurs internationaux pour voir comment les élections se passent. Mais je ne vais pas vous expliquer comment j'ai quitté le pays. Non, les élections, c'est vraiment une opportunité de célébrer nos différences. La plupart du temps, nous nous battons pour célébrer ce qui nous unit. L'amour, la joie, la fête, c'est ce que nous célébrons tous les jours. Les élections nous offrent l'opportunité de célébrer nos différences. Je ne suis pas d'accord avec vous, je compétis pour faire valoir ma position tout en respectant la vôtre. Et le fait que nous nous respections mutuellement, que nous fassions les élections sans remettre à cause nos liens sociaux, c'est ça la citoyenneté. C'est ça aussi les conditions de la démocratie.
La démocratie apaisée est la meilleure démocratie. La paix est une condition de la démocratie. Il faut que la violence cesse. La violence n'est pas une option. Il n'y a aucun pays qui a résolu un problème dans la violence. Tous les pays qui sont passés par la violence n'ont jamais conseillé la violence à quelqu'un d'autre. Mais ceux qui ont évité la violence sont devenus des experts pour partager leur expérience avec les autres. Aujourd'hui, tout le monde célèbre Gandhi, tout le monde célèbre Nelson Mandela, parce qu'ils ont fait la promotion de la paix. Ils ont réussi à cultiver l'esprit pacifique dans leur pays. Aujourd'hui, le Japon a un modèle très solide. Il y a ce qu'on appelle là-bas l'éducation à la paix. C'est vraiment un programme très important que tous les Japonais suivent. Tous les Japonais suivent pour comprendre ce que c'est que la démocratie. Et le développement, c'est la réalisation du rêve que nous avons. Le rêve d'un monde meilleur, d'une Guinée meilleure, d'une société meilleure. La réalisation des étapes que nous franchissons pour la réalisation de cet idéal s'appelle le développement. C'est un processus également. Ça ne tombe pas du ciel. Nous faisons notre part, nous partons. Ceux qui viennent après font leur part, ils partent. Et au fur et à mesure, chacun ajoute son grain de sel et le développement progresse. La démocratie progresse. Comme j'avais seulement 30 minutes, j'ai l'impression que j'ai dépassé. Mais je veux terminer en disant que le développement, la démocratie et la paix sont capitaux à notre vivre ensemble, à notre idéal de vivre ensemble. Et cela n'est possible que si nous acceptions d'être éduqués, d'être formés. La conclusion va être quoi? De vous encourager, vous qui êtes aujourd'hui en train de sortir, pour vous dire que vous avez terminé seulement une étape et que la formation ne finit jamais. La formation ne finit jamais. Demandez à Dr. Cissé, il vous dira que même demain, il apprend aussi. La formation ne prend jamais fin. Plus vous en savez, plus vous apprenez. Albert Einstein a dit que la vraie folie, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si vous voulez un résultat différent, vous devez faire agir différemment. Mais si vous vous limitez à un niveau, à ce niveau-là par exemple, à un moment donné, vous allez faire toujours la même chose. Et vous n'aurez pas de résultat différent. Plus vous apprenez, plus vous faites quelque chose de différent. Et le progrès, c'est toujours la différence positive que vous faites par rapport au présent. Je vous encourage à la formation. Il n'y aura pas de bons citoyens sans formation. Il n'y aura pas de bonne démocratie sans bons citoyens. Il n'y aura pas de développement durable sans bonne démocratie. C'est pourquoi toute part de la formation et de l'éducation, je vous encourage à continuer la formation, même après ici, à donner la priorité à la formation. Même si vous commencez à travailler, continuez de vous former. Faites comme si vous ne vivez que pour former. À un moment, on s'est retrouvé dans la même salle qu'un vieux qui avait 88 ans. C'était à Washington. Mais ce vieux était en retraite depuis très longtemps. Il a été un magistrat très célèbre. Et chaque fois au café, il me disait ce qui m'incite à apprendre. Parce que moi, je me pose la question. J'ai dit, mais à cet âge, toi, tu apprends la même chose que moi. À quoi ça va te servir? 88 ans. Il dit oui, 88 ans. Ce que j'ai appris quand j'avais 40-50 ans, aujourd'hui, ce n'est plus utilisé. Le monde n'en a plus besoin. Il y a des choses qui existent aujourd'hui que vous appreniez, que moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre quand j'avais votre âge. Mais si je n'apprends pas ça aujourd'hui, puisque j'ai été un célèbre magistrat, chaque jour, des experts, des journalistes m'interrogent sur des questions d'actualité. Je serai en déphasage avec l'actualité de mon pays. Je veux être toujours actuel, je veux être toujours à jour. C'est pourquoi j'apprendrai jusqu'à la dernière minute qui me séparera de la mort. Merci de votre attention.
Merci tout à chacun de nous suivre en ce moment ici dans la salle polyvalente de l'Institut supérieur de l'information et de la communication physique de Kotia. Merci à Dr Kaba Mamadi, le président de l'institution nationale et indépendante des droits humains. Et sans plus tarder, nous allons aussi suivre l'intervention de monsieur Mori Douno de l'institution nationale indépendante des droits humains. Monsieur Mori. Je pense qu'il est très difficile pour moi de parler puisque le docteur a tout dit. Juste vous remercier le corps professoral et l'encadrement et vous encourager à persévérer ainsi. Et je pense que vous comprendrez tous avec nous, avec Dr Kaba, nous avons compris véritablement c'est quoi la citoyenneté, la relation qui existe entre citoyenneté et civisme, la paix, la démocratie et ainsi le développement. Donc avec lui, nous avons compris que le bon citoyen, c'est celui-là qui respecte la loi, qui respecte les institutions de la République, c'est-à-dire ses propres institutions, la Constitution, celui qui s'acquitte de l'impôt, celui qui respecte son prochain. Et donc, celui qui participe également à la consolidation, à la construction de la nation, notre vivre ensemble. Et donc, je vous remercie, je vous félicite et je vous encourage à persévérer et aussi à vous former. Moi, je suis jeune. Aujourd'hui, je suis le conseiller politique du président de l'institution des droits humains. C'est parce qu'il a cru en moi et il fait la promotion de la jeunesse. Et aussi, vous trouverez dans cette salle une ONG, le MONAGE appelle le Mouvement National de la Jeunesse Affranchie. C'est un groupe de jeunes étudiants, intellectuels aussi, qui croient que la formation c'est l'avenir, seule la formation peut aller. Et donc, ce mouvement est parrainé par Dr Mamadi Kaba qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Et je pense que vous n'allez pas faire exception à la règle. On vous encourage aussi à vous former et à faire plus de formation et créer de telles initiatives, puisque ça permet aussi de faire participer de personnalités diverses que nous avons. Je vous remercie. L'intervention du Dr Salino, le directeur général adjoint chargé à la recherche de l'Institut, qui va donner ses impressions sur l'événement. Je commencerai à remercier franchement Dr Kaba pour sa brillante intervention, parce qu'il a développé un thème extrêmement intéressant. La conclusion que j'ai pu faire quand j'ai écouté son intervention, c'est que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait respect de la citoyenneté, du civisme, de la paix. Cette conférence est à point nommé. Nous, Guinéens, nous savons difficilement la différence entre droit et devoir. Nous pensons que nous n'avons que des droits. Et ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que même dans les milieux qualifiés d'intellectuels, au niveau des universités, les gens pensent, aussi bien les enseignants que les étudiants, qu'ils n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Pourtant, avant de réclamer un droit, il faut savoir qu'on est obligé de respecter justement les principes qui régissent la vie en société. Je salue particulièrement les étudiants de licence 3 communication, parce que cette initiative, nous savons bien que cela entre dans le cadre de leur formation, parce que comme quelqu'un l'a dit, c'est la pratique de ceux qui sont pris en classe. Donc, ce sont des exercices pratiques qu'ils sont en train de faire. Mais un exercice pratique qui porte sur un thème aussi intéressant que ça, un thème qui régit la vie de la société, la vie d'une nation, c'est vraiment salutaire. Je vous remercie. Nous allons aussi écouter M. Sosori, le secrétaire général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Je vous remercie et je ne vais vraiment pas m'attarder. Seulement, je félicite les organisateurs. Je me demande comment vous avez réussi à avoir Dr Kaba avec vous ici, parce que je connais son agenda qui est souvent très compliqué à gérer.
Donc félicitations à vous. Je crois qu'on n'a pas été déçus. Si vous avez écouté son intervention, tout était extrêmement clair, précis. Et la conclusion qu'on peut tirer aussi de ça, c'est ce que j'aime souvent dire à la jeunesse guinéenne. Arrêtez de vous faire enrôler dans des mouvements inutiles. Essayez plutôt de vous former. Quand vous êtes très brillant, très compétent, vous trouverez toujours votre sort. Vous le trouverez toujours. Peu importe, la Guinée, ce qu'elle est aujourd'hui, elle ne restera pas ça demain. L'avenir réside dans ceux qui seront capables de prendre leur place au soleil. Vous avez vu son intervention, vous avez écouté la lecture de son parcours. Ça dit long. Ça montre clairement que la place qu'il occupe aujourd'hui, il ne l'a pas épargné et agréé. En fait, il la mérite. Et vous avez vu ce qu'il a dit. J'invite tous les jeunes à s'inscrire dans cette dynamique. Je le dis souvent, nous jeunes de Guinée, nous devons prendre notre place au soleil. Nous voulons remplacer les aînés, tout le monde le veut. Mais si on doit le faire, il faut qu'on se forme d'abord. Il faut qu'on soit compétent. Il faut qu'on soit capable de faire autrement. Si on n'est pas capable de faire cela, ce n'est qu'un rêve qui va se terminer toujours par des désillusions. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Dans l'intervention du docteur Kaba, j'étais là en train de vous regarder comme pour dire, mais écoutez, vous voyez maintenant que je ne suis pas le seul à penser ainsi. Voilà. Tout ce que vous avez entendu ce matin, nous en parlons souvent. Et surtout quand il a parlé de violence. Ce matin, on a parlé de non. La culture de la violence, ça ne nous amènera nulle part. Nous devons aimer notre patrie, notre pays. Nous devons être fiers d'être des citoyens guinéens. Nous devons être fiers d'accomplir le devoir de civisme. Ces deux-là sont les gages de la paix. Il nous faut de la paix. Si nous ne sommes pas, nous ne prenons pas nos responsabilités de vrais citoyens de la Guinée, si nous rejetons le civisme, et comme disait tout à l'heure monsieur le directeur général de la Poche, si nous pensons que, ou si nous pensons que nous n'avons que des devoirs, eh bien, le développement, ce ne sera pas pour après-demain. Il dit après-demain. Donc, je voudrais remercier le groupe, ce groupe de travail qui est tombé sur un thème d'actualité, un thème qui permet à la jeunesse de regagner, si les notions sont comprises, la place qui est la leur. Je vous remercie. Merci M. Baki. Merci le groupe. Merci beaucoup. Déjà, tout a été dit ici par les anciens. Nous qui sommes là en tant que jeunes, ça a été encore une leçon davantage pour nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Et en voyant Dr Kaba parmi nous, ça nous inspire, comme disait le secrétaire général, c'est de se mettre à la tâche et d'apprendre encore. Je vous remercie. Moi personnellement, je suis très ému du conférencier par rapport à l'explication qu'il a donnée pour tout ce commun des étudiants ici présents. Donc ma question est de savoir, je m'en vais vous poser une simple question, à savoir comment pouvons-nous parler d'une bonne citoyenneté et d'un bon comportement civique dans un pays où les politiques ont déjà inculqué dans la mémoire collective des jeunes et vieux, s'il faut se le permettre, une communication de haine et de révolte. Face à cet état de fait, quelles solutions vous préconisez étant acteurs de la société civile? En pensant que les politiques ont biaisé le débat public, nous sommes en train de démissionner. Il faut opposer le bien au mal. Le bien détruit le mal, quel que soit le temps que ça va prendre. Maintenant, la seule solution est que vous et nous, que nous puissions nous inscrire dans une dynamique différente.
Vous avez vu, tous ces jours-ci, nous condamnons les messages de haine qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, etc. Parce que inciter à la haine et à la violence n'arrange personne. Je l'ai souvent dit, si aujourd'hui il y a un désordre généralisé, il y a la violence qui prend tout Conakry, certains pourront se sauver, n'est-ce pas? Mais est-ce que, en me sauvant, je suis capable de sauver toute ma famille et de vous sauver vous tous? Je ne peux pas. J'ai des êtres très chers ici, des êtres qui me sont plus chers que ma propre famille, mais je vais les perdre. La guerre, la nourriture que nous utilisons, c'est l'eau, etc. Mais la guerre, sa nourriture, c'est l'être humain. Quand vous déclenchez une intercelle de violence, quand ça déborde, vous en êtes la première victime. Même si vous ne périssez pas dans le feu, ce sont vos proches qui périssent dans le feu. Ce sont vos biens qui périssent dans le feu. Vous avez vu ici, ceux qui ont fui la guerre à Sierra Leone, au Libéria, etc. Vous avez des gens qui étaient très riches dans leur pays, qui étaient des personnalités très respectables, mais vous les avez vus ici mendier. Quand ils vous racontent leur passé, vous pleurez pour eux. C'est la guerre seule qui peut occasionner ces genres de situations. On a pris des voitures de 100 millions qu'on a revendues à 5 millions. Celui qui revend la voiture ne sait même pas à combien ça a été acheté. S'il a 5 millions, c'est suffisant. C'est vous qui perdez, vous qui avez cherché ce bien-là. Donc n'accepterons pas que la guerre s'installe chez nous. Nous sommes capables de régler tous les différends que nous avons par le dialogue et par la concertation. C'est pourquoi il faut se former. Quand on se forme, face à chaque situation, on a une petite idée. Quand on met ensemble ces petites idées, on a une solution qui ne passe pas par la violence. Mais quand on ne peut pas partager nos idées, quand on ne peut pas mettre nos idées ensemble, qu'on expérimente la violence, je vous assure, tous les pays qui ont expérimenté la violence sont dans un regret aujourd'hui innommable. Il y a 2 mois, nous étions au Rwanda. Et M. Duno m'accompagnait au Rwanda pour une conférence. Mais au Rwanda, aujourd'hui, il y a le calme, il y a la paix. Le pays est en train de se reconstruire. Mais quand vous discutez individuellement avec des gens, qu'ils vous expliquent qu'ils ont tout perdu. Quand je vous dis tout, imaginez ce que ça englobe. Ils n'ont plus de famille. Ils n'ont même plus de cousins, tantes. Non, ça n'existe plus. Ils se retrouvent tous seuls sur la terre. Tous seuls, je vous dis. Sans bien, sans famille. Alors, comment est-ce que vous allez avoir la joie de vivre? Votre joie de vivre, vous allez l'avoir avec quoi? Tous vos enfants ont été tués. Vos parents ont été tués. Vous avez pu vous sauver vous seul. Maintenant, vous vivez seul sur la terre. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas de parents. Vous n'avez plus de biens. À quoi ça vous sert réellement votre vie? Donc moi, je pense que nous devons promouvoir la culture de la paix. La culture de la paix, le développement, ça va venir. C'est une bataille de très longue haleine. Ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Nous continuons de nous battre, mais nous devons croire à la paix. Nous devons nous battre pour la paix. Nous devons combattre tous ceux qui sont contre la paix. Tous ceux qui veulent la violence, il faut les persuader. Il ne faut pas utiliser la violence contre quelqu'un qui veut la violence. Sinon, vous devenez aussi criminel que lui. Si vous ne voulez pas être criminel comme lui, vous opposez à sa violence des idées, des bonnes idées qui le convainquent qu'il ne faut pas recourir à la violence, qu'il faut être tolérant, il faut discuter avec les idées. Donc, pour me résumer, nous devons être ensemble pour combattre en faveur de la paix. Et quand il s'agit de communiquer, vous ne faites pas appel aux professionnels de la communication, je veux parler notamment des communicants sociaux, pour notamment donner l'air idée ou participer même à ce changement de comportement. Et est-ce que vous envisagez mettre en place une relation entre ISIC et votre institution? L'ISIC est le laboratoire des communicants de Guinée. J'en parlais tout de suite avec Dr Sissier. Je lui disais que la chance que nous avons, c'est que la communication publique s'est améliorée dans notre pays. Aujourd'hui, quand il y a quelques discours de haine, tout le monde se met ensemble pour condamner, parce que le discours, il est généralement positif maintenant.
Hier, il était généralement négatif. C'était les quelques discours positifs qui étaient appréciés. Donc, avec le changement, tout est globalement positif. Il y a quelques aspects négatifs qu'on continue de condamner grâce aux efforts de l'ISIG. Donc, nous allons recourir à l'expertise de l'ISIG. Nous allons être en rapport avec l'ISIG. L'Institution nationale des droits de l'homme est une institution constitutionnelle. Elle fait partie des institutions républicaines, comme la présidence de la République, l'Assemblée nationale, etc. C'est une institution qui a été créée sur la base d'une résolution des Nations Unies. C'est ce qui la différencie des autres institutions de la République. Elle a beaucoup plus de liberté et ses missions sont plus étendues parce qu'elle est la seule institution constitutionnelle de la République de Guinée créée sur la base d'une résolution des Nations Unies votée en 1992 par le Conseil des droits de l'homme de Genève et en 1993 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est une institution qui est au-dessus de la petite personne que je suis, même si j'incarne aujourd'hui l'institution, mais je vais œuvrer pour que les relations entre l'institution et l'ISIG soient très élevées, à un niveau très élevé, parce que l'ISIG peut être d'un apport capital pour que l'institution soit mieux connue, que tout le monde puisse recourir à l'institution. J'ai félicité tout de suite le directeur de la radio que l'ISIG est en train de mettre en place, et nous devons aussi augmenter, accroître les efforts pour que probablement les moyens de l'ISIG soient plus accrus pour que pas seulement l'INIDH, mais que l'ISIG puisse apporter son expertise au développement des autres institutions, de toutes les institutions de la République en matière de communication. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est concernant la loyauté. À partir du moment où le monsieur a parlé de la loyauté, il faut être loyal. Comment il faut être loyal en tant que citoyen? Alors, il a parlé de certaines déclarations. Si par exemple on connaît un problème à l'avance, il faut signaler. Alors moi j'aimerais dire qu'il y a certains qui l'ont fait dans le temps et qu'ils ont regretté cet acte. Moi par exemple, je sais que chez moi à Guékédou, avec l'arrivée des rebelles, il y a eu des citoyens qui l'ont signalé à l'avance. Ils ont dit, on a entendu par-ci par-là, il y a des rebelles qui doivent rentrer dans Internet. Mais c'est des gens qu'on a mis à tôle et c'est là où ils ont fini. Et pendant que les autres cherchaient par exemple à sauver leur famille, d'autres cherchaient de l'itinéraire et ils pourrissaient en tôle, la famille, on ne sait pas. Donc je ne sais pas quelles sont les mesures que vous pouvez prendre face à un tel problème. Le droit n'est pas nécessairement une condition du devoir. C'est-à-dire que vous ne renoncez pas à un devoir parce que vous n'avez pas acquis un droit. Par exemple, les professeurs ont toujours enseigné ici à l'ISIG, parfois à des heures indues. Mais est-ce qu'ils ont toujours eu le traitement équivalent? Il y a d'autres qui travaillent moins, mais qui ont un traitement supérieur. Mais est-ce que eux, ils ont renoncé à leurs devoirs parce qu'ils n'ont pas le traitement équivalent à leurs efforts? Non. Le droit n'est pas nécessairement une condition du devoir. Le devoir est une obligation. Si, je me souviens qu'il y a un moine qui avait fait une publication. Il était avec son disciple et il y a un scorpion qui voulait se noyer. Le moine, il a tenté de sortir le scorpion de l'eau, le scorpion l'a piqué, il l'a laissé tomber. Quand le scorpion voulait se noyer encore, il a tenté de le sauver, le scorpion l'a piqué, et son disciple lui dit, maître, mais il te pique, laisse-le se noyer. Il dit non, mon devoir est de lui sauver la vie. Quelles que soient les souffrances qu'il m'inflige, moi mon devoir est de lui sauver la vie. S'il veut qu'il m'inflige des souffrances, s'il veut qu'il me laisse tranquille, mais cela ne doit pas m'amener à renoncer à mon devoir. C'est la même chose pour nous.
Nous faisons ce qui est de notre devoir pour notre nation. Et nous mourrons la conscience tranquille d'avoir accompli le devoir qui était le nôtre. Mais nous ne tenons pas compte des souffrances que nous endurons dans l'accomplissement de notre devoir. Notre devoir est une obligation, même si nous devons en souffrir. Donc, ne regardons pas les souffrances que nous endurons en faisant notre devoir. Pensons à la satisfaction morale que nous allons emporter dans la tombe. La satisfaction d'avoir bien servi notre peuple. Parce que le jour où vous mourrez, chacun dira ce qu'il sait de vous. Les gens diront comment vous êtes morts. Et cela se transmettra de génération en génération. Si vous voulez vous immortaliser, formez-vous correctement et posez pour votre nation des actes inoubliables. N'acceptez pas de mourir sans laisser de traces pour votre nation. Merci beaucoup. Monsieur le conférencier, Mesdames et Messieurs, membres de l'encadrement de l'ISIC de Kountia, chers invités, chers étudiants, ce n'est pas souvent facile de prendre la parole pour nous doctorants devant les docteurs. Mais avec leur permission, je voudrais tout simplement d'abord dire merci au conférencier Dr Mamadi Kaba pour avoir accepté de venir partager ses connaissances avec mes étudiants, futurs journalistes et futurs communicants de notre cher pays, la Guinée. Je voudrais ensuite préciser que cette activité, comme l'a dit Dr Leno, rentre dans le cadre de la pédagogie active planifiée par la Direction générale des études. Elle vise à mettre l'apprenant dans la situation réelle en rapport avec les leçons apprises en classe. Je voudrais aussi vous dire que je suis comblé de joie et fier de Dr Mamadi Kaba. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré un jeune frère qui a émergé, non. C'est parce que j'ai rencontré aujourd'hui un compatriote. Parce qu'avant cette rencontre, je ne savais pas qui était Dr Mamadi Kaba. Je l'ai su à travers la présentation de sa biographie dans cette même salle. Cela me donne l'impression que c'est un jeune cadre de notre pays qui avait toutes les possibilités d'entrer même dans les gouvernements en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou aux États-Unis, qui a renoncé à ses privilèges pour regagner sa chère patrie, la Guinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur est différent d'autres cadres guinéens qui sont en train de se déplacer de capitale en capitale occidentale pour dénigrer notre pays, la Guinée, afin de vivre sous le dos des Blancs. Ils racontent tout sur la Guinée est ceci, la Guinée est cela, mais ils ne se posent jamais la question qu'est-ce qu'eux, ils ont apporté à la Guinée. Ces bras armés de l'impérialisme et du néocolonialisme qui continuent à errer à travers le monde trouveront un jour leur tombeau en Guinée, comme l'a dit le cher président Ahmed Sékou Touré à son temps. La Guinée, c'est un pays à part, c'est un pays qu'on ne pourra jamais déstabiliser. Donc je dis merci à Dr Kaba d'avoir pensé à la Guinée.
Et par rapport aux inquiétudes posées par mes étudiants, je voudrais m'engager devant vous ici que je ferai tout ce qui est de ma possibilité pour faire intégrer ce grand intellectuel dans l'équipe de formateurs de l'ISIC de Puntia. Cela nous permettra de faire beaucoup de choses avec lui sur le plan de la sensibilisation sur le terrain. Il a dit, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et vu son expérience dans l'enseignement supérieur au Sénégal, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, même en Guinée ici, je pense que nous tirerons maximum de profit de Dr Mamadi Kaba. Je vous remercie. Merci pour votre... Je tiens d'abord à remercier le groupe, vu la qualité du thème, c'est un thème très pertinent et qui est très récurrent dans la société guinéenne actuelle. Vu l'intervention du conférencier, il nous a évoqué quelques points qui sont aujourd'hui l'objet de l'actualité guinéenne, la manifestation et le manque de civisme aussi dans la société guinéenne. Vraiment, c'est un thème à remercier et j'appelle tout le monde aussi à cultiver son esprit et à informer les uns et les autres pour pouvoir bien agir dans la société guinéenne. Au début, j'ignorais l'importance sur le thème en fait, mais ça a forgé quelque chose en moi que je n'arrive pas à expliquer vraiment. Et dorénavant, je vais participer au bon comportement des citoyens guinéens. En ce qui concerne l'événement, l'événement a été bien organisé. J'ai senti que mes amis, mes collègues ont vraiment maîtrisé le cours qui a été donné par le DG. J'ai d'abord aimé le conférencier, j'ai aimé son parcours et je me suis attendu à ceux qui devraient venir, vu ce parcours-là. Donc ce qu'il a donné était tellement important que je me suis obligé de prendre note. En tout cas, j'ai pris l'essentiel. J'ai compris que la citoyenneté, ce n'est pas un vain mot. La citoyenneté, c'est un mot qui se trouve dans les actes. On ne doit pas les garder seulement dans la tête. Donc, être citoyen, être tolérant, participer, préserver les biens publics de son État, participer au développement en un mot de son pays à travers les actes citoyens, c'est très important. Je crois que le conférencier a été à la hauteur de ses interventions et il a convaincu, si je peux me le permettre, tout l'auditoire. La conférence a été très importante parce que vu la situation socio-politique de notre pays, franchement, si les hommes d'une grande institution comme celle de Mamadi Kaba ne se lèvent pas pour sensibiliser la jeunesse actuelle, je pense que c'est le chaos qui se produira. Parce qu'avoir des réseaux sociaux, les messages des jeunes, que ce soit des jeunes diplômés ou des jeunes étudiants, franchement c'est désolant. Je pense à la conférence d'aujourd'hui, non seulement ça a été une grande notion sur la citoyenneté, sur la paix, dont chacun d'entre nous doit promouvoir son acte à l'émancipation du pays, à la préservation de la paix. Donc c'est une conférence qui a beaucoup été marquée par une large compréhension sur la notion de la paix, de la citoyenneté et de la démocratie.